Banaza est convoqué dans un autre monde pour devenir un héros, et tout le monde l'accueille alors qu'il est encore confus de ce qui s'est passé. Il leur demande où il se trouve, mais tout le monde l'ignore, et quelqu'un le présente comme un candidat pour le prochain héros. Il semble heureux, et demande si quelque chose ne va pas dans cet endroit. Même s'il n'est qu'un marchand, la fille dit qu'il peut avoir un pouvoir latent caché dans son corps. Elle présente ensuite le pays à Banaza, le pays de la magie sur la route des cris. La dame explique également à Banaza que leur pays a mené une longue lutte contre l'armée des démons, et qu'il est de tradition d'invoquer quelqu'un comme héros dans un autre monde. Elle l'emmène dans la pièce où le héros recevra une bénédiction de Dieu. Il reçoit sa révélation et constate qu'il a pris les traits d'un homme adulte. Tout le monde se demande comment il a pu être convoqué. C'est alors que quelqu'un crie et voit l'homme aux cheveux blonds et aux statistiques élevées. Il s'approche de lui et le supplie de les sauver. Le roi déclare également que le blond est son héros. Banaza essaie de parler à tout le monde, mais il est toujours ignoré. Ils organisent une grande fête pour célébrer l'événement. Le lendemain, Banaza s'approche de la fille qu'il a escortée. Au début, elle ne le reconnaît pas, mais cela ne dure pas longtemps, pour qu'elle s'en souvienne. Elle l'attrape et lui demande pourquoi il est toujours là. Il lui explique qu'il est difficile d'ouvrir une porte vers un autre monde, et qu'il ne peut plus retourner dans sa ville natale. Banaza est dévasté lorsqu'il apprend la nouvelle. Banaza est expulsé du château et mis dans la forêt de Delavasa parce qu'il est disqualifié et ne peut plus rester dans le château. Banaza est assis à l'arrière du chariot. Lorsque le conducteur lui parle, Banaza parle d'un contrat d'esclavage avec des non-humains et le conducteur rit. Tout le monde autour d'eux méprise l'acte de bonté de Banaza envers une partie du peuple démoniaque, mais Banaza est trop gentil pour le payer. Les sous-humains reconnaissent Banaza et veulent le suivre. Banaza regarde les gens qui ont maltraité un sous-homme et se demande s'il existe un endroit où une telle discrimination n'existe pas, car il ne pense pas qu'il soit étrange de se lier d'amitié avec d'autres espèces. Pour en revenir au présent, ils arrivent à destination dans exactement 20 jours. Banaza remercie le gars qui l'a escorté jusqu'à la forêt. Il l'avertit également de faire attention, car des rumeurs circulent sur la présence d'une armée de démons dans cette région. L'homme s'en va, et Banaza se retrouve seul, avec le sac magique que le royaume lui a donné en guise d'excuse. Il l'ouvre et voit et des biens, une maison pour lui et 100 000 pièces d'or. Il a maintenant un abri et un bien qui durera longtemps, et il invoque une épée. Banaza est surpris par la qualité de l'épée. Lorsqu'il aperçoit une bave sauvage, celle-ci l'attaque soudainement. Il l'évite facilement et la taillade. Le niveau de Banaza augmente d'une unité, et il est maintenant au niveau 2, avec des statistiques infinies et de nombreuses compétences. Il se sent dépassé par la situation et ne pense pas pouvoir se souvenir de toutes les compétences qu'il a acquises. Une magie cachée s'est déclenchée, et maintenant qu'il comprend que le sac magique en est la cause et que la forêt est contaminée par une magie grave, il purifie la zone pour en faire un lieu de vie temporaire. Cela libère une grande quantité de magie. De retour au château, la première princesse est furieuse que l'autre héros ait été jeté, et le gamin ne se soucie même pas de ce qu'il a fait lorsqu'un journaliste s'approche d'eux et dit que quelque chose a provoqué l'évocation d'une magie sacrée de rupture du sommet ou d'une magie de purification. Le roi rit de joie parce qu'il pense que le héros en est la cause, mais il découvre que le phénomène vient du nord et que le héros se dirige vers le sud. Le roi et les princesses sont en état de choc lorsqu'ils l'apprennent. La magie de purification est réservée aux magiciens de haut rang, et elle permet de distinguer les particules de magie noire qui peuvent nuire au corps humain. Mais Banaza l'utilise sans effort pour purifier la zone. Elle peut également détruire un démon de l'intérieur. C'est une magie puissante qui est généralement évoquée par tous les magiciens qui se rassemblent dans le pays, l'arme magique ultime. Tous les démons qui rôdent dans la zone de purification ont disparu, y compris l'une des 4e divas du roi démon Fingaril, qui a été anéantie en un instant. Le candidat héros Banaza ne sait pas trop ce qui s'est passé après la lumière contraignante, et il pense qu'il n'y a pas de changement dans la zone. Il vérifie son pouvoir magique et est surpris par la rapidité avec laquelle il se régénère. Il voit que son niveau est de 367, et il est choqué parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de monstres dans les environs. Cependant, le symbole de l'infini ne change pas, ce qui le rend encore plus perplexe. Il suppose que sa puissance est trop faible pour l'afficher correctement, alors il éteint sa notification et espère qu'il n'y a pas de dégâts importants. Il pense toujours que son pouvoir est faible, même s'il a purifié la zone sans effort et qu'il envisage de retourner au château. Cependant, il a peur qu'il ne le tue. Il voit une recommandation indiquant que la visibilité de sa silhouette peut être modifiée, et il change son apparence en fille, mais cela ne lui plaît pas. Après plusieurs configurations, il trouve sa silhouette parfaite. Il répare également sa cape en utilisant la magie de réparation. Il est heureux, mais il a maintenant un problème pour retourner à la ville, car il lui faudra 20 jours pour y aller. Le système affiche une notification de téléportation vers le château de Kriroat. Il sélectionne oui, et est téléporté en un instant. Il est surpris que cela fonctionne, et lorsqu'il essaie de lancer la magie de téléportation vers son monde d'origine, il ne réussit qu'à se téléporter. Il veut commencer à gagner de l'argent, et se demande s'il existe une guilde dans ce monde. Il veut rejoindre la guilde des Martians, mais il pense que l'on ne peut rejoindre la guilde des Martians que si l'on a des relations, et pour lui, il est trop tôt pour rejoindre la guilde des Aventuriers. Il suit la notification pour se rendre à la guilde des aventuriers, et après une longue marche, il y arrive et s'inscrit. Le réceptionniste de la guilde lui explique tout, ainsi que les règles concernant les quêtes plus importantes, les salaires plus élevés, et les rangs plus élevés. Il s'inscrit ensuite et la réceptionniste lui demande son nom. Il s'arrête un instant car il réfléchit à son nom et à ses dangers.
Il s'enregistre sous le nom de Fulio, le nom de son chien. Banaza remarque un enfant qui essaie de négocier avec les gens de la réception pour qu'il la garde jusqu'à ce qu'elle atteigne la forêt de Delavasa. Les gens lui disent que personne n'accepterait la quête parce qu'il s'agit d'un voyage de 20 jours. Banaza s'approche d'elle et se porte volontaire pour l'accueillir. La fille dit que son argent n'est pas suffisant, mais il ne s'inquiète pas parce qu'il est déjà venu et qu'il utilisera simplement la magie spatiale ou la magie de téléportation. Tout le monde se moque de lui parce qu'il n'est qu'un aventurier de rang E. C'est alors qu'une fille l'interrompt en lui disant de s'éloigner du gamin et en doutant de ce qu'il a dit. Le groupe de la fille a également dit qu'il était suspect et l'a étiqueté comme un lolicon. Il veut dissiper tous les soupçons en les incluant dans le voyage, et il leur donnera aussi la récompense. Ils sont sortis de la guilde et Banaza veut qu'ils restent plus près de lui. Il lance le sort et tout le monde est surpris. Ils sont dans la forêt et la fille s'agenouille et demande pardon pour avoir douté de lui. L'enfant demande pourquoi il n'y a aucun signe de démon et que la forêt est censée être couverte de particules démoniaques. Banaza est choqué car l'enfant est un démon et il a reçu l'ordre de ne pas parler de la purification. Order of the Night Bali Rosa sait que la jeune fille est un démon car elle se méfie de la quête qu'elle tente d'accomplir. La jeune fille prend soudain l'apparence d'un loup démoniaque géant et se présente comme Fenris, la jeune sœur de Fengeril. Ils sont tous choqués et effrayés, car ils pensent qu'il s'agit d'un simple éclaireur, mais il s'avère qu'il s'agit de l'un des 4 Devas. Banaza ne comprend pas ce qui se passe. Fenris ne comprend pas pourquoi Banaza n'a pas été affecté par son intimidation. Elle attaque Banaza, qui l'esquive rapidement. Il a du mal à combattre Fenris, car il y a des gens qu'il doit chercher. Même s'il utilise la magie, il mourra s'il quitte Fenris des yeux. Il se rappelle avoir utilisé la magie de purification sans toucher l'écran. Banaza téléporte tout le monde en ville, sauf lui. Il reste seul, et Banaza cherche une magie d'attaque qu'il pourrait utiliser contre Fenris. Il essaie toutes les magies qui peuvent être utilisées comme attaque, et il lance la magie de gravité. Celle-ci retient Fenris, et Banaza sent que Fenris résiste à l'attaque, et il ne peut pas vraiment la contrôler, car elle est difficile, et il a besoin d'une magie qui puisse capturer Fenris. La notification apparaît soudainement, et suggère d'utiliser la magie d'esclavage. Ses yeux se sont écarquillés, et il a eu un flashback dans son monde d'origine. Il ne veut pas l'utiliser, et veut une autre magie. Fenris utilise la magie d'atténuation, mais elle est annulée. La notification recommence, suggérant une magie d'esclavage. La notification continue de recommander la magie à Banaza, mais il la refuse toujours. Fenris finit par se rendre et veut que Banaza la tue. Fenris n'a plus de magie pour résister. Banaza ne veut pas la tuer parce qu'il ne veut même pas se battre, et il ne veut pas tuer ceux qui se rendent, même s'il s'agit d'un démon. Banaza ne se considérait pas non plus comme un humain dans ce monde, et peu lui importe qu'elle soit un démon ou non. Fenris change soudain d'apparence, et Banaza la voit nue. Il s'empresse de lui donner son manteau pour la couvrir. Fenris promet qu'elle ne se battra plus contre les humains pour quelque raison que ce soit, et elle déclare que Banaza est son mari et qu'elle lui consacrera sa vie. Banaza est choqué et lui dit que c'est normal de ne pas aller aussi loin. Fenris insiste car il y a une loi sur les Fangwolves. Elle propose même d'être porteuse ou esclave et se fait toujours rejeter. Elle dit qu'elle va se suicider, mais Banaza l'arrête et finit par accepter. Banaza est en train de chercher des vêtements quand soudain elle s'effondre. Il est heureux que ce ne soit pas si grave. Elle se réveille et se souvient de tout. Elle se précipite dehors et voit Banaza. Il lui demande si elle va bien et lui explique sa situation, qu'il ne peut pas revenir en arrière et qu'il a été disqualifié en tant que héros. Il lui demande si Fenris peut devenir sa femme, même s'il est dans une situation difficile. Fenris le rassure et elle lui dit qu'elle ira où qu'il aille et lui promet à nouveau de vivre éternellement avec lui. Dans la partie nord, près de la forêt, l'armée des humains se meurt lentement et demande au héros blond s'ils peuvent se retirer. Le héros blond avait du sang sur le visage et ne voulait pas accepter de mourir à cet endroit. Banaza est assis dehors en attendant que Fenris se réveille. Il ne sait pas si la magie de guérison fonctionnera sur Fenris parce qu'elle est un démon, mais il décide de l'attendre jusqu'à ce qu'elle se réveille. Pendant que Banaza attend le réveil de Fenris, il décide d'examiner ses compétences, car la magie de gravité s'active instantanément et prouve son utilité. Il se dit aussi qu'il y a peut-être des sorts d'attaque utiles. Il voit un éclair et décide de l'utiliser, se demandant ce qu'il pourrait faire. Il reçoit la notification de l'endroit où attaquer, et il décide de l'utiliser sur le champ. Pierre. Il est choqué de voir à quel point la foudre endommage la pierre. Il dit que c'est ce que signifiait la magie de la foudre. Il s'arrête ensuite, car il est trop dangereux d'expérimenter inconsidérément la magie d'attaque, et il y a aussi une fille qui dort pas très loin de l'attaque. Le héros blond se rend au château. Il raconte que les 10 000 soldats envoyés dans la forêt du Nord pour soumettre les démons ont été anéantis. Le héros demande avec colère au roi ce que sont ces armées, et pourquoi elles ont commencé à paniquer en voyant la horde de monstres. Il a essayé de sauver autant de vies que possible, mais ils ne l'ont pas remercié pour son effort de sauver autant de vies. Le roi demande à l'armée comment se porte le héros sur le champ de bataille. L'armée explique qu'il se trouve à l'arrière de la formation et qu'il court quand c'est dangereux, puis blâme l'armée. Le roi est déçu et dit qu'il s'agit d'un autre héros raté. Le héros blond est dans le couloir et est furieux parce que même s'il a travaillé dur le mois dernier, ses statistiques n'ont pas augmenté, même un tout petit peu. Il rencontre la princesse, et le héros blond dit qu'il est désolé parce qu'elle a attendu si longtemps. La princesse le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, car elle peut l'attendre patiemment. Le héros blond lui dit alors d'aller au trésor du royaume. Banaza.
Fenris décide d'être ensemble et de faire du tourisme en ville pendant une semaine. Ils se rendent à l'association de la guilde pour chercher du travail et aussi pour que Fenris soit enregistré. Ils ont reçu des colliers assortis, et Fenris veut manger les os de la proie parce que c'est la tradition pour le couple avant le mariage. Fenris s'inscrit sous le nom de Risu dans la guilde des aventuriers. Binata change de nom pour ne pas être connue pour ce qu'elle est. Elle comprend la situation et accepte d'utiliser ce nom si elle est amenée à fréquenter des humains. La réceptionniste de la guilde fait une demande d'urgence. Il y a des hordes d'ours sauvages et frénétiques dans le nord et ils se dirigent vers la ville. Tout le monde murmure ce qui est arrivé à l'armée du héros. Fenris demande alors qui est le héros dont il parle, et il explique à Fenris qu'il s'agit peut-être de l'armée qui se dirige vers le nord de Delavasa lorsqu'il rentre. Binata en doute, car si l'armée dirigée par le héros ne peut pas gagner contre eux, il pense aussi qu'il ne le peut pas. Fenris dit à Binata qu'il peut facilement les vaincre car c'est lui qui l'a vaincu. Binata doute encore, mais elle est reconnaissante à Fenris de ses paroles. Fenris veut les combattre seul, et veut prouver que si elle peut les vaincre, alors Binata peut aussi vaincre ces monstres sans effort. Mais il ne peut pas laisser Fenris seul, alors il va se battre à ses côtés. Ils se rendent dans une boutique d'objets pour acheter une arme, et Fenris se plaint de se battre avec une épée. Banaza ne veut pas qu'elle utilise son poing, car cela semble bizarre pour un humain. Ils sont soudainement interrompus par un groupe, et leur chef dit qu'ils seraient de la viande morte sur le champ de bataille, puisqu'ils ne sont que tous les deux, et qu'ils sont aussi de rang E. Il faut donc les laisser se débrouiller et prendre la récompense. Fenris est en colère contre eux, mais Banaza la calme car il ne veut pas de bagarre. Banaza donne un anneau à Fenris. Il lui explique alors la tradition du mariage dans son monde. Elle rougit et l'accepte avec joie, même s'il s'agit d'un anneau ordinaire. Ils se téléportent dans la forêt du Nord, et Fenris sent qu'elle pourrait vaincre le roi démon, et pense que l'anneau contient peut-être une compétence cachée. Banaza dit alors qu'il n'y en a pas, et elle rit. Banaza et Fenris entendent soudain un cri au loin, et ils se rendent rapidement sur les lieux. Ils sont sur place, et Banaza voit les 4 filles qui l'ont aidé à l'époque lorsqu'il se battait avec Fenris. Banaza les reconnaît, et Fenris suggère de les laisser derrière et de ne pas les rejoindre. Les 4 filles sont à court de ressources et de magie pour combattre les ours sauvages, et elles manquent de se faire tuer. Abandonnent. Les ours les attaquent quand soudain, un sort de foudre s'abat sur les ours sauvages. Benaza et Fenris se rendent sur le champ de bataille et tuent l'ours en un instant. Les filles reconnaissent Benaza et s'approchent de lui pour le remercier de les avoir à nouveau sauvés. Elles sont également contentes qu'il ait survécu à la rencontre avec l'une des 4 sœurs Diva. Elles se demandent également qui est la fille avec laquelle Benaza est, car c'est leur première rencontre. Les filles ne reconnaissent pas Fenris, car elle s'est transformée en enfant à l'époque. Lorsque Benaza présente Fenris comme sa compagne de voyage, Fenris se sent triste et en colère car c'est sa femme. Soudain, un ours attaque le dos de Fenris. Benaza crie à Fenris, et elle regarde le dos avec un visage menaçant, seulement pour voir les ours intimidés et à terre. Ils ne comprennent pas pourquoi l'ours a agi de la sorte, et Benaza en conclut qu'il n'a peut-être pas pu vaincre Fenris. L'ours s'incline devant Fenris, quand elle propose d'en faire son compagnon. Les 4 filles sont en état de choc lorsqu'elles l'entendent. Benaza utilise un sort de contrôle du comportement et réussit à l'apprivoiser. Il dit ensuite qu'il ne voulait pas amener un ours énorme en ville et qu'il a donc changé son apparence. Barry Rosa se demande quel genre de personnes ils sont, parce qu'il ne se contente pas d'anéantir les ours en un instant. Il en a aussi apprivoisé un. Elle se présente donc à nouveau comme chevalier de l'ordre et fille aînée d'un noble déchu. La fille aux cheveux courts est Blossom, qui connaît Barry Rosa depuis leurs études. L'archer est Borelli et le magicien Bellano. Ils s'inclinent devant Bonanza et lui demandent de les conduire sur le champ de bataille. Bonanza est choqué et refuse, car non seulement il ne sait pas comment utiliser pleinement sa magie, mais il protège aussi les sentiments de sa femme, ce qui les choque tous les 4. Fenris est troublée et dit que tout ira bien, qu'elle a confiance en son mari et qu'il peut les guider. Bonanza est d'accord. Il leur demande pourquoi ils veulent que Bonanza les guide. Barry Rosa répond que le héros blond n'irait pas sur le champ de bataille si l'armée ne pouvait pas vaincre un ours sauvage. Le roi ordonne alors à chacun de devenir plus performant et d'élever son niveau. C'est pourquoi il voulait que Bonanza les dirige, car il est plus puissant que 4 réunis. Dans la forteresse sud du château de Cryrode, quelqu'un rapporte qu'un puissant aventurier a vaincu une horde d'ours sauvages. La princesse est ravie que le héros puisse retourner sur le champ de bataille. Au château des démons, El Katomine, Eliminis envoie un rapport au roi des démons sur ce qui se passe dans la forêt du Nord, ainsi que sur la magie de purification qui peut anéantir le démon. Il s'avère que l'héroïne blonde est une traîtresse et qu'il veut qu'elle devienne son subalterne. Le roi des démons se sent menacé et veut qu'il les capture. La forêt de Derbeza se trouve à la frontière entre le royaume de Kryroad, le noyau de la race humaine, et le territoire des forces du seigneur démon. Sur ordre du roi des démons Goel, la Helkat Eliminis est rendue dans la forêt de Derbeza à la recherche de démons. Cependant, elle ne sentit aucun démon dans les parages, ni la moindre trace d'images. Elle s'attendait à ce que les forces de Fen-Galil soient campées. Même parmi les 4 rois célestes, leur prouesse martiale était particulièrement forte. Cependant, ils étaient exercés. La Hellcat se mit alors en route pour découvrir quel genre de personne représentait une menace pour l'armée démoniaque.
De l'autre côté de la forêt du nord du territoire de Cryrod, l'équipe nouvellement formée commençait à s'entraîner. Fulio a fait combattre les membres de l'équipe contre l'ours frénétique qu'il avait attrapé afin d'évaluer les capacités de chacun. Alors que Nightmare et Arosa se présentaient pour combattre l'ours en première, elle fut coupée par l'attaque de ce dernier. Elle est furieuse car il est contraire au code de la chevalerie d'attaquer quelqu'un alors qu'il prononce son nom. Blossom attaqua ensuite l'ours à l'aide d'une épée, suivie par la magie de défense de Bellano et les attaques de flèches de Borelli, mais ils ne firent pas le poids face à l'ours. Même s'ils attaquaient à tous les 4 l'ours frénétique en même temps, ils n'y parvenèrent pas. Fulio et Risu étaient très déçus. C'était bien pire que ce qu'ils avaient imaginé. Après le combat, ils décidèrent de rentrer chez eux. Fulio et Risu ont acheté la maison avec la prime qu'ils ont obtenue en se débarrassant de l'ours, afin que l'équipe ait une base pour s'entraîner et chasser les monstres. Bien qu'il s'agisse d'une région très dangereuse, le sentiment de sécurité que l'on ressent lorsqu'on a un endroit à soi n'a pas de prix. Ils firent dormir Sabia, l'ours frénétique que Fulio avait capturé et transformé en lapin, dans un endroit confortable. Quelques instants plus tard, Risu annonce qu'elle a déjà fini de cuisiner. Elle avait préparé des steaks frais et crus de l'ours frénétique qu'ils venaient d'abattre, car c'était un jour de fête, puisqu'ils venaient d'emménager. Risu, tout excitée, leur raconta comment elle avait découpé une grosse tranche de steak cru pour chacun d'entre eux. Cependant, Fulio dit à Risu que, contrairement à elle, il n'y avait pas de steak cru. Cependant, pour les personnes qui ne sont pas des demi-humains, la viande crue serait un peu dure pour le ventre, alors il a sucé la viande avec l'aide du reste de l'équipe. Pour Risu, la viande fraîche est mieux servie crue. En regardant le groupe préparer à nouveau leur dîner, elle se dit que tout ce qu'elle a fait n'était que du gâchis. Une soupe consistante, un sauté de viande et d'herbes printanières, et une soupe de légumes hachés furent servis pour le dîner. Risu, qui espérait que cela conviendrait au goût de sa femme, bavait devant les plats, stupéfaite de voir comment quelque chose de si granuleux devenait quelque chose de si moelleux. Elle reconnaissait à peine la viande, bien qu'elle l'ait apportée elle-même à la maison. Pendant tout ce temps passé dans la cuisine à les observer, elle avait du mal à comprendre ce qu'ils faisaient. Risu était étonné de voir que la nourriture de la race humaine était une chose pour laquelle les gens dépensaient beaucoup d'efforts à chaque repas. Le lendemain, Fulio et Risu se rendirent à la ville pour y déposer les ours frénétiques qu'ils avaient attrapés. Alors que la valeur des marchandises était encore en cours d'évaluation, Riku demanda à son mari la permission de visiter un peu la ville. Fulio lui proposa de l'accompagner, mais elle refusa car elle devait s'occuper d'affaires plus personnelles. De plus, il devait s'entretenir en privé avec le demi-humain chargé d'estimer le prix des marchandises. Risu accepta donc. A pu y aller seule. En réalité, elle s'est inscrite à un cours de cuisine pour pouvoir aider l'équipe. Pendant ce temps, Fulia a reçu la prime pour avoir maîtrisé les ours frénétiques et s'est vu proposer d'être un chevalier d'honneur au service du héros. Au vu de ses récentes actions méritoires, le château lui a demandé de mettre ses pouvoirs au service du royaume de Cryrod. Cependant, il a eu l'impression qu'on lui mettait la pression et a donc décliné l'offre. Après cette conversation privée, Risu est revenue comme si elle avait été battue par une bête. Le cours de cuisine lui avait donné du fil à retordre, mais elle ne voulait pas révéler à Fulio la véritable raison de tout ce gâchis. Un mois plus tard, le jardin devant la maison poussait à vue d'œil, et l'équipe continuait à s'entraîner pour améliorer ses compétences sous la houlette du couple marié. Fulio pense qu'ils formeront une meilleure équipe qu'au début, même si elle n'est pas encore très performante. Après une longue journée d'entraînement, Risu a voulu préparer le dîner pour l'équipe. Grâce à ce qu'elle a appris lors du cours de cuisine qu'elle a suivi, elle a pu préparer un délicieux dîner pour l'équipe, ce qui les a surpris. D'un autre côté, la Hellcat trouva Fenrisu entouré d'humains, ce qui l'a pris au dépourvu. La Sainte Menace n'a pas apprécié de trouver le corps de Fenrisu dans le jardin. Que Risu était entouré d'humains. Fulio l'accueillit néanmoins et lui offrit quelques collations. Risu présenta ensuite Ulaminus, le Hellcat, comme étant son ancien collègue et le proche collaborateur du roi des démons. Pour Ulaminus qui pensait qu'un humain accueillerait un démon, elle doutait de l'hospitalité de Fulio. Elle se demandait comment il pouvait être aussi détendu, même s'il y avait 2 démons dans sa maison. Même si elle avait confiance en ses capacités d'évaluation, elle n'arrivait pas à lire son statut. Cela ne s'était jamais produit auparavant, même lorsqu'elle l'avait utilisé sur le roi des démons lui-même. Ulaminus lui a fait part de ses observations sur la forêt de Delavasa. Elle n'a pas vu un seul monstre. Elle a été surprise lorsque Fulio lui a parlé de la magie de purification qu'il avait utilisée par erreur. Il s'avéra que c'était lui qui avait tué Fengeril, le frère de Risu, avec toute son armée. Mais Risu le savait depuis le début, car elle n'a pas été surprise par les informations découvertes par Ulaminus. Compatir avec les morts, c'est déshonorer les guerriers. Fulio et Risu se trouvaient donc en pleine guerre. Mais pour Risu, c'était la faute inutile de son frère. Même si les gens l'appelaient l'un des 4 divas de l'armée du roi démon, elle est assurée à Fulio qu'il n'y était pour rien. Oliminus a demandé à Fulio de faire un simulacre de combat avec elle, car il est la cible. Oliminus demanda à Fulio d'avoir un simulacre de combat avec elle, car il est la cible. Et Rizzo s'est rangée du côté des humains lorsqu'elle a décidé d'être avec lui. Elle était donc considérée comme une ennemie à partir de ce moment. Une fois que le couple a baissé sa garde, Oliminus prévoit de les éliminer tous les deux en même temps. En assistant à la conversation des 3, les chevaliers furent tellement stupéfaits qu'ils s'évanouirent à cause des informations qu'ils reçurent. Le duel en tête-à-tête entre Fulio et Oliminus est sur le point de commencer. Le vainqueur fut désigné lorsque l'un des deux se rendit. Oliminus porta le premier coup en utilisant une griffe de venin de chat et en lançant une magie de poison mortel par le bas.
Cependant, grâce à la magie de dissipation de Fulio, les deux sorts qu'elle avait lancés furent dissipés en un instant. Fulio était furieux qu'Oliminus vise Rizzo et l'a attaqué avec une magie paralysante. Elle n'eut d'autre choix que de se retirer, car l'homme était trop dangereux. Oliminus retourna sur leur territoire, frustré. Il fallait qu'elle rapporte au plus vite ce qui s'était passé au roi des démons. Quelques jours plus tard, un homme fut envoyé chez Fulio pour lui remettre l'appel aux armes du château. Ils eurent beau se présenter chez lui, il n'acceptait toujours pas l'offre. La magie de Fulio était quelque chose qu'il venait d'emprunter, et s'il commettait la moindre erreur en utilisant ce pouvoir inconnu, cela provoquerait un désastre. Après tout, il avait été expulsé du château après avoir été étiqueté comme n'étant pas assez bon pour être un héros. Quelques instants plus tard, Olimnus revint avec l'escouade d'élite de l'armée du roi démon. Elle voulait rendre l'appareil à Fulio avec la puissance de l'armée du dragon. L'armée du dragon était une escouade légendaire qui avait anéanti d'innombrables armées humaines par le passé. Elle s'en servit pour effrayer Fulio afin qu'il se rende et promette sa loyauté au roi démon. Cependant, il ne se sentait pas du tout menacé. En fait, il était en admiration devant les dragons. C'était la première fois qu'il en voyait de vrais. Sa réaction a mis Olimnus en colère. Olimnus le menaça de mort s'il se contentait de regarder de haut la puissance de l'armée du roi des démons. Les dragons attaquèrent Fulio, mais ils furent tous anéantis par sa magie du tonnerre. Ils s'enfuirent rapidement après l'attaque. Pour s'enfuir. Après avoir tué le dragon, ses statistiques ont été considérablement améliorées, ce qui a fait pâlir d'envie Barbarossa. De l'autre côté, sur le territoire du roi des démons, le roi des démons Goël reçut des nouvelles de la bataille entre les dragons et Fulio. Il avait l'intention de sonder un peu le terrain. Si la violence ne fonctionnait pas, il parlerait avec lui en utilisant le langage humain. Les chevaliers étaient rassemblés dans une pièce, discutant de l'émergence d'un grand détenteur de titres au sein de leur groupe. Pour Blossom, l'idée d'être une tueuse de dragons n'est toujours pas réelle. Pendant que les autres filles l'admiraient pour son titre, Barbarossa est parti à la chasse pour le quota de monstres de la journée. Le titre de tueur de dragons était si prestigieux que quiconque le portait devenait noble, tous les aventuriers y aspiraient. En réalité, la chasse n'était qu'une excuse pour Barbarossa pour sortir, car elle avait envie de pleurer. Si seulement elle pouvait obtenir ce titre, elle pourrait instantanément redorer le blason de sa famille, qui était tombée en ruine. Elle s'en veut d'être arrivée un peu trop tard, sans compter que Fulio est déjà marié, ce qui montre à quel point elle n'a pas eu de chance. Pour quelqu'un qui peut utiliser une magie aussi puissante, si elle pouvait le faire entrer dans sa famille, elle pourrait faire revivre son nom, retrouver leur position de famille noble. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, elle aperçut au milieu de la forêt un homme qui surveillait leur maison. Pensant qu'il espionnait leur maison, elle s'approcha de lui. L'homme lui dit qu'il était un vieil ami de Russie et qu'il voulait simplement lui rendre visite. Berarosa en conclut qu'il s'agissait d'un membre de l'armée des démons, et elle pointa son épée sur lui. Pour sa défense, l'homme lui dit qu'il voulait juste rendre visite à Russie et parler du passé avec elle autour d'une tasse de thé. Berarosa se calma, retira son épée et se présenta. L'homme se présenta sous le nom de Gozaru, ce qu'elle trouva étrange. Une minute plus tard, Fulio et Russie s'approchèrent précipitamment de Berarosa et lui demandèrent si elle allait bien. La barrière anti-démon s'est déclenchée, et il s'est avéré que l'homme à qui elle parlait était en fait le roi démon. Le roi démon était probablement venu chez Fulio après qu'Oliminus l'ait prévenu. Berarosa a été pétrifiée après avoir réalisé qu'elle venait de pointer son épée sur le roi démon. Elle pensait qu'elle allait être tuée pour ce qu'elle avait fait. Gabal retourna sur son territoire sans pouvoir entrer ou s'approcher de la maison de Fulio à cause du puissant piège de la barrière anti-démon. Le seul résultat qu'il obtint fut que Barbarossa avait le courage de sacrifier sa vie pour son maître, ce qu'il trouva très intéressant, même si elle n'était qu'une simple humaine. Peu après, le roi des démons a de nouveau tenté de se rendre chez Fulio. Fulio a accueilli Gazaru, le faux nom que le roi des démons a utilisé puisqu'il a fait tout ce chemin pour leur rendre visite. Cependant, Rizzo n'a pas apprécié sa visite. Autour d'une tasse de thé, Gazaru propose à Fulio de rejoindre l'armée du roi démon. Sans hésiter, Fulio décline l'offre. Gazaru lui demanda pourquoi il cachait son pouvoir et se séparait du royaume de Kriroad, alors qu'ils étaient prêts à tout pour obtenir le genre de pouvoir qu'il possède. Essayant d'attirer la sympathie de Fulio, Gazaru lui expliqua la raison de la guerre entre les humains et les démons. Gazaru ne souhaite pas régner sur le monde. Cependant, en tant que roi des démons, il ne peut ignorer la puissance de l'armée humaine qui menace le royaume des démons. Il a donc proposé à Fulio de rejoindre l'armée du roi des démons, mais pour la deuxième fois, il a essuyé un refus. Fulio n'a aucune envie de rejoindre l'un ou l'autre camp, mais cela n'arrête pas Gazaru. Il lui rendra visite à nouveau et ne s'arrêtera pas avant de l'avoir conquis. Laissant Fulio de côté, il n'oubliera jamais la gentillesse du roi des démons. De penser qu'il y avait un autre humain qui était Barbarossa, qui ne pâlit pas devant la pression d'un roi démon. Gazara s'intéressa à elle. Quelques semaines plus tard, le roi démon s'obstine et ne cesse de se rendre chez Fulio. Il laissa Oliminus à la tête du palais. Les autres démons commençaient à le dénigrer et à faire courir le bruit que le roi s'était rangé du côté de Fulio. Alors que Gazara se rendait chez Fulio, il se dit qu'il voulait parler à Barbarossa si c'était possible. Cependant, chaque fois qu'il se rend chez lui, cela coïncide toujours avec le moment où Barbarossa sort pour faire quelque chose.
D'autre part, une armée s'est rassemblée devant la maison de Fulio, alors que le héros blond lui a fait choisir de le rejoindre ou de mourir à cet endroit. Quelques jours auparavant, au Cryred Kingdom, le roi avait reçu un rapport selon lequel un démon visitait fréquemment la maison de l'aventurier. Le fait que Fulio ait rejeté 3 fois l'appel du roi lui-même et qu'il envisage maintenant de se ranger du côté des démons, rendit le roi furieux. Il ordonna aux soldats de se rassembler. Mais la première princesse lui coupa la parole et suggéra de parler à Fulio et de se mettre de son côté plutôt que de continuer à l'exiger. Mais le roi ne croit pas qu'il soit possible de construire un pays avec un seul roi. Idéalisme, il lui demande de se taire. Le héros désigné les interrompt et leur indique une meilleure façon de traiter Fulio. Son plan consistait à utiliser la trahison comme excuse et à l'obliger à choisir. Si Fulio n'acceptait pas la demande du roi, il n'aurait qu'à l'obliger à leur obéir. À l'heure actuelle, le héros s'était approché de Fulio et lui avait donné 2 choix. Devenir son subordonné dans sa quête pour soumettre le seigneur démon ou mourir à l'instant même en tant qu'associé du seigneur démon. Il les a même fait chanter pour qu'ils soient soupçonnés de trahir l'humanité, ce qui pourrait causer leur défaite s'ils n'acceptaient pas de servir sous ses ordres. Les chevaliers protestèrent contre les actions du héros. Ce qu'il faisait à Fulio et à son équipe était une oppression flagrante. Contrairement à son statut de héros, il fuyait toujours les batailles dangereuses et s'enfermait dans un fort sûr. Il essayait d'utiliser la force au mauvais moment, ce qui n'était pas la bonne façon de faire en tant que héros désigné du royaume. Ses critiques l'ont rendu si furieux qu'il a attaqué Fulio. Heureusement, Fulio a su se défendre. Ne souhaitant pas se battre avec eux, il décida de quitter le pays avec son équipe. Ils décidèrent de se rendre au village où ils avaient vendu la viande de dragon en utilisant la magie de la téléportation. Les soldats restèrent abasourdis par la disparition instantanée de l'équipe. Peu après, un soldat aperçut le roi démon qui les observait depuis le début. Il n'eut d'autre choix que d'ordonner à ses soldats de se rassembler et d'attaquer le royaume magique de Cryred. Il voulait leur montrer la véritable puissance des démons, alors qu'il était déjà en première ligne. Cependant, le héros s'était déjà enfui, laissant ses soldats derrière lui. Les soldats du royaume Cryred battirent en retraite et signalèrent au roi qu'une immense armée du royaume des démons se dirigeait vers eux. En raison de l'attaque rapide du seigneur démon avec ses 100 000 soldats, toute leur défense avait déjà été percée. Pendant ce temps, le héros s'est enfermé dans le fort du Nord pour sa propre sécurité et a abandonné les autres comme d'habitude. Les soldats supplièrent le roi d'utiliser la magie de purification pour sauver le royaume rouge. Nizaru, sentant la magie de purification arriver, ordonna à ses soldats de battre en retraite. Pour activer la magie de purification, il fallait la magie du mage, et tous étaient tombés inconscients car leur magie était épuisée, y compris le roi, qui était aussi un mage. Jusqu'à ce que le roi se réveille, la première princesse prendra sa place. Elle avait déjà révoqué la position du héros actuel en tant que héros du royaume de Cryroad. Ils n'avaient même pas assez de main-d'œuvre pour convoquer le prochain candidat héros, ils étaient donc acculés. D'un autre côté, dans le sous-sol de Cryroad, l'ancien héros blond était dévasté car il n'avait plus rien. Cependant, il persévérait dans sa quête pour vaincre le seigneur démon et préférait mourir plutôt que de vivre comme un roturier. Sa quête désespérée d'une plus grande puissance ouvrit un trou sombre. Les voix qui provenaient de ce trou lui ordonnèrent de sortir une épée au plus profond de cet endroit. Il jura de faire n'importe quoi et d'utiliser tout ce qu'il pouvait, qu'il s'agisse du pouvoir du démon ou non, afin d'obtenir les pouvoirs puissants qu'il désirait. Lorsqu'il retira l'épée du trou noir, Aya, le démon qui régnait sur la lumière et les ténèbres, apparut et fut libéré de son sceau. Lorsque Aya est apparu, l'ancien héros aux cheveux blonds s'est présenté comme le héros qui l'a libéré de son sceau. Comme promis, pour avoir retiré l'épée qu'il a scellée, elle lui accorderait 3 vœux. Pendant ce temps, dans la salle de cérémonie du palais de Cryroad, la première princesse fit appel à un prophétiseur, un individu unique qui possède la compétence prévisible. Elle demanda au prophète Asura de la guider pour qu'elle jette un coup d'œil afin de sauver le royaume. La magie de purification était la seule chose qui protégeait le royaume pour le moment. Avant que l'effet ne s'affaiblisse, ils doivent planifier leur prochaine étape. Alors que la princesse parlait, un collier étrangleur apparut autour du cou de tout le monde. Elle ordonna immédiatement à tous les chevaliers et soldats de se rendre au trésor souterrain et de capturer l'intrus sur le champ. L'objet qu'il portait au cou était un collier de décapitation. Un outil permettant aux démons enfermés dans le trésor souterrain de prendre la tête des victimes en échange de l'accomplissement de 3 vœux. En échange d'un vœu formulé par l'ancien roi de Cryroad lorsqu'il a soumis le seigneur démon. La moitié de la population du continent a été décapitée. La moitié de la population du continent a été sacrifiée. Il ne restait que quelques minutes avant que le démon n'exauce les 3 souhaits. La princesse demanda au prophète Asura de lui indiquer ce qu'elle devait faire pour surmonter la situation. Asura conseilla de chercher le véritable héros et de le rencontrer à l'ouest. Comme il ne pouvait pas se permettre d'envoyer les soldats qui protégeaient le pays en ce moment, la princesse décida de partir elle-même à la recherche du véritable héros. À l'ouest du royaume de Cryroad, Fulio vendait un bouclier à la boutique d'armes et d'armures. L'équipe ne pouvait plus travailler en tant qu'aventurier car ils auraient été pris. Alors ils décidèrent de gagner de l'argent en utilisant leurs ressources. Le propriétaire de la boutique a acheté le bouclier au prix demandé par Fulio. En échange, il leur a demandé d'apporter d'autres marchandises dans son magasin. Fulio était également à la recherche d'une source stable de matières premières. Il a donc demandé au propriétaire de la boutique de lui présenter ses clients s'il avait de bonnes relations. Ils ont conclu un marché. Le propriétaire du magasin est devenu le client exclusif de Fulio. Risu s'étonne que son mari soit doué pour tout. Elle lui a alors demandé de l'emmener à un rendez-vous galant.
Quelques instants plus tard, Fulio fut averti qu'un démon approchait. Il s'agit de Aya, l'ancien héros qui souhaitait tuer Fulio, qui l'avait mis en disgrâce. Comme il le souhaitait, Aya attaqua Fulio, mais elle se déplaça et toucha Risu avec son attaque à la place. En détectant l'hostilité de la cible, une barrière s'activa automatiquement, bloquant tous les types de magie normale. Alors que Fulio activait la magie de guérison pour soigner Risu, Aya les attaqua avec la magie de la jeunesse de la lumière. La blessure mortelle de Risu était hors de portée de la magie de guérison, et dire que Fulio était indemne même après avoir pris une magie de genèse que les humains ne pouvaient pas utiliser, une combinaison de magie de genèse sombre et de magie de genèse lumineuse avait été acquise. Et sans espoir, Bonanzana, ou plutôt Fulio, se souvient de la vie qu'il a eue avant. Il a été élevé par des marchands qui ont eu la gentillesse de s'occuper de lui après la mort de ses parents. Il n'a jamais eu le courage de les aider d'une manière qui ne soit pas gênante. On les maltraitait, on les utilisait comme des esclaves. Il ne pouvait les aider que dans la mesure où son statut et ses moyens financiers le lui permettaient. Il vivait avec une pointe de culpabilité pour avoir profité de ceux qu'il rencontrait. Même s'il rêvait d'un monde agréable sans discrimination, il utilisait les esclaves en fonction de sa connaissance du rôle qu'il devait jouer dans l'organisation en tant que serviteur. Mais lorsqu'il fut appelé dans le monde de Kriroad et qu'il rencontra Risu, la fille qui lui avait donné sa vie pour une seule perte, il ne pouvait pas la laisser seule. Il a donc essayé de créer un lien, une relation sans mètres entre eux deux. C'est ainsi qu'il en a fait sa femme. Elle ne s'y opposa pas et fut heureuse de cette nouvelle relation avec lui. Il l'a fait pour sa sécurité, pour la tenir à l'écart de tout ce qui pourrait lui arriver. Et sachant qu'elle est toute seule à cause de lui, son désir de la protéger n'en est que plus grand. Maintenant, en revenant à... En réalité, il avait sous les yeux le corps lourdement blessé de Risu. Il se précipita vers elle et tenta de lancer une magie de guérison, mais sans succès. Comment cela se fait-il ? Il peut utiliser la magie, mais pourquoi ne peut-il pas la sauver? La frustration et la colère le dévoraient quand le démon Aya, qui avait causé tous les dégâts, parla. Elle était en quelque sorte impressionnée de voir à quel point il était indemne après la magie de genèse légère qu'elle avait utilisée. Elle l'avait sous-estimé en tant qu'humain utilisant la magie temporelle. Elle était au milieu de son discours arrogant quand soudain il l'attaqua avec un puissant coup de poing, la projetant au sol. Elle était en état de choc, se sentant insultée par quelqu'un qu'elle estimait peu. Il s'approcha d'elle et lui marcha dessus, voulant lui faire fermer la bouche. Il lui tint la tête en lançant un sort forcé. Ce fut une surprise pour elle. Il était peu probable qu'un humain puisse lancer un tel sort, mais ce qui la surprenait le plus, c'était son statut. Il était infini. C'était incroyable, déroutant parce qu'il ne semblait rien d'autre qu'humain. Aya n'avait pas encore parlé qu'il lui lançait un sort, l'attaquant jusqu'à ce qu'elle crache du sang. Aya n'avait déjà plus le choix de se défendre. Aya n'a pas encore parlé lorsqu'il lui a jeté un sort, l'attaquant jusqu'à ce qu'elle crache du sang. Elle doit au moins s'épargner d'autres dommages, ou peut-être, si Fulio est assez impitoyable, la mort. Consumé par tant de colère, il l'a même menacé davantage. Sa main se posa sur son cou, l'étouffant tout en la fixant sans pitié. Le regard arrogant de Aya avait disparu. C'était plutôt la peur que l'on voyait. Effrayée par les menaces et le pouvoir indéniable qu'il possède, elle lui demanda pardon. De son côté, Baru Rosa se précipita vers Risu, qui gisait toujours inconscient sur le sol. Risu s'assit et fut choqué de ne plus entendre le moindre son. Baru Rosa lui expliqua que c'était à cause de la magie curative de Fulio. Ses yeux se tournèrent vers Fulio, qui était toujours occupé à battre le démon Aya. Contrairement à d'autres qui s'inquiéteraient ou auraient peur de leur amant vu la situation, elle, en revanche, était plus fouettée. Elle était en admiration devant le fait qu'il ait pu remporter une victoire contre un puissant démon malgré sa magie humaine. Elle admirait même la façon dont il était capable de placer une attaque physique qui aurait pu être inutile à cause de la magie. Il avait fait tout cela pour elle. Mais ensuite, elle s'est rendue compte que utiliser trop de pouvoir n'était pas bon non plus. Alors elle s'est enfuie vers lui et serre l'homme enragé dans ses bras. Il fut surpris par l'interruption soudaine. Il y avait Risu qui le regardait doucement. En larmes, elle lui fit part de ses sentiments. Bien que bénie par la façon dont il la protégeait, c'est lorsqu'il refusait de tuer son adversaire qu'elle voyait sa bonté. Elle souffre donc de le voir devenir impitoyable, loin du gentil Fulio, juste à cause d'elle. Touché par ses paroles, il se calma et reconnut pleinement qu'elle était bien vivante. Ils s'embrassent avec soulagement. Dans la rue de la forêt de Otao, on ne sentait guère de tension. Il régnait une ambiance apparemment lourde. On voyait la première reine s'excuser d'avoir demandé de lancer un sort de téléportation malgré l'état de santé des mages. Mais bien sûr, les mages ne tenaient pas compte de leur corps fatigué pour s'occuper de la reine. Elle était plongée dans de profondes réflexions sur le fait que la recherche du véritable héros serait un chemin qui les mènerait vers différents fardeaux et difficultés. Soudain, le collier de décapitation se brisa et disparut. Confus, tout le monde se demanda comment il s'était brisé. La reine pensait que le démon ne parvenait pas à exaucer le vœu malgré son grand pouvoir. D'autre part, à l'intérieur du château, l'ex-héros se cachait des gardes. Il était poursuivi par eux parce qu'il devait rencontrer la première reine. Su l'accompagnait. Ils s'occupèrent de la porte afin que les gardes ne puissent pas entrer. Ils attendaient le retour du démon Aya. Il exprimait son désir de construire son royaume, et ce qu'il était prêt à faire quand soudain Su fut attaqué par quelqu'un qui n'était manifestement pas un humain. Elle était possédée. Soudain, le comportement habituel de Su a disparu. Elle fut remplacée par une aura malicieuse et méchante. C'était le grand mage noir.
Damaranaz. Elle remercia le héros de s'être débarrassé du sceau placé par le démon de l'épée. En guise de remerciement, elle lui a accordé du pouvoir. Mais au lieu d'un pouvoir qu'il pouvait contrôler, il devint une créature gigantesque et terriblement forte. Damaranaz sortit avec le héros transformé, cherchant à se venger de la famille royale qu'il avait scellée. En sortant, elle vit un cercle de téléportation. Elle soupçonna qu'il s'était échappé de peur qu'elle ne soit libérée. Ils s'envolèrent, désireux de se venger de la famille royale, et, par dépit, elle incluait même leurs descendants. De l'autre côté, là où se trouvait Fulia, ils attendèrent le réveil de Haya. Une fois réveillée, la première chose qu'elle fit fut de demander pardon, alors que ses yeux étaient encore fermés et qu'elle n'avait pas encore tous ses sens. Elle se demandait seulement pourquoi il l'avait soignée, un acte inhabituel des vainqueurs contre leur ennemi. Mais la seule raison qu'il avait était qu'il serait inutile de la tuer, car Risu allait déjà bien. Baru Rosa vint alors lui dire qu'il devait la confier aux chevaliers et les laisser s'en occuper, au lieu de la donner à la patrouille dans la rue. Mais il semble que le démon vienne du château. Elle doit venir de là après que le sceau souterrain a été brisé. Bien qu'il ne soit pas fier d'avoir acquis une telle quantité de magie, il l'a utilisée à des fins personnelles. Pour apaiser sa curiosité, car le château était attaqué. Il s'est servi de la magie de contrôle de la mémoire. Il savait qu'en la laissant retourner au château, de tels événements néfastes risquèrent de se reproduire. Il n'y avait qu'une seule solution à laquelle le démon pouvait penser pour empêcher que cela ne se produise. Et cela servirait aussi de sentence pour elle. C'était de la tuer, mais Risu semblait avoir une autre idée. En faire la servante de Fulio. Cela les laissa, lui et le démon, abasourdis. Mais elle savait mieux que lui. Le démon peut exaucer des vœux dangereux pour éviter que le chaos ne s'installe. Le démon doit plutôt être gardé comme un allié. La laissant entre les mains du château, sa raison était convaincante. Mais le véritable objectif de sa proposition était assez clair pour lui. Il s'agissait de créer une équipe encore plus puissante et plus forte. L'idée est logique, mais il devait s'assurer qu'elle était vraiment d'accord, étant donné que le démon lui avait causé beaucoup de tort. Il est vrai qu'il lui a causé quelques frustrations, mais elle n'a fait que s'en prendre à elle-même pour avoir perdu. Elle se croyait assez faible pour être battue par le démon. C'est à ce moment-là qu'il prit sa décision. Il a tendu la main au démon. Il l'acceptait comme servante, mais à condition de faire un marché. Il lui promettait de ne pas ôter la vie aux autres. En échange, il lui pardonnera et oubliera ce qui s'est passé. Elle n'avait que deux choix, qu'il surveille ses moindres faits et gestes, ou qu'elle soit à nouveau enfermée dans ce château. Il l'obligeait à prendre une décision. Sa décision prise, elle lui tendit la main et le reconnut comme quelqu'un de suprême. Elle se présenta à eux. Aya, celle qui gouverne l'origine de la lumière et de l'obscurité. Elle s'engagea à être le témoin de tout ce qu'il accomplirait en se joignant à eux. Il lui proposa de l'aider grâce à la magie de guérison et de retourner dans l'alliance nouvellement formée, mais elle refusa. Au lieu de cela, elle le remercia pour sa gentillesse et s'est écartée de son chemin. Elle leva les mains vers le ciel. Des intrus arrivaient et elle voulait le protéger. Il s'agissait de soldats du château. Une énorme créature est arrivée, causant d'importants dégâts, mais sur son épaule, ils ont remarqué une silhouette assise. Damaranasus était le mage le plus puissant de Kriroad, mais à cause de sa pratique de la magie noire interdite. Bien qu'elle ait été exécutée, son âme n'a jamais quitté le château. Ils étaient menacés par la destruction possible, alors ils ont agi rapidement pour garder tout le monde en sécurité. Les bêtes de Damaranaza trouvèrent immédiatement la princesse. Elle était sur le point de leur marcher dessus lorsque quelqu'un les bloqua. C'était Aya. Aya était prête à anéantir quiconque oserait porter atteinte à sa suprématie. Damaranaza fut choquée de voir qu'en dépit de son pouvoir d'exaucer les souhaits, elle était influencée par le fait qu'un humain se joignait à eux. D'un seul coup, le pouvoir de son adversaire disparut. Il se trouve qu'aucune magie syrodienne ne peut rivaliser avec la puissance de Aya. Incapable de se battre en utilisant la puissance, Damaranasa décida d'attaquer en utilisant la grande puissance de la bête. Aya lança une fois de plus un sort qui projeta la bête au loin. Leur adversaire est toujours aussi impatient d'encaisser des dégâts.